En immobilier, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Alors, comme d'habitude, sur Internet, on voit que des opérations qui se passent bien. Donc, j'ai eu envie pour une fois de vous parler d'opérations qui ne se passent pas nécessairement comme prévu. Aujourd'hui, on est à Libourne, à côté de Bordeaux, et on rejoint deux frères, Adrien et Olivier, qui vont nous montrer une opération sur laquelle ils ont dû changer de stratégie, et également, ils vont nous parler d'une opération qui ne s'est pas trop passée comme prévu. Je vous invite à regarder vraiment cette vidéo jusqu'au bout parce qu'il va y avoir une grosse valeur ajoutée et pas mal de conseils que vous pouvez appliquer sur vos propres opérations. Messieurs, bonjour et merci de nous recevoir dans la belle ville de Libourne. Alors ici on est dans la ville de Libourne, on est dans le cœur Bastide de Libourne. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sauraient pas le situer sur une carte. Ouais, en fait c'est le centre historique, donc on arrive par le centre historique et ensuite après Libourne s'étend un peu plus sur la carte, mais là on est vraiment dans le cœur historique, donc le vieux Libourne qu'on appelle le cœur Bastide. On est à quelques mètres de la Dordogne, vraiment à côté de Bordeaux. Moi je suis ravi de venir tourner ici parce que d'habitude c'est toujours les Normands et les Bretons qui m'accueillent dans leur région. Pour une fois c'est le sud-ouest, donc je suis ravi. Donc, vous allez nous montrer un plateau d'appartements que vous avez divisé, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ouais. Donc en fait, on a acheté deux appartements sur le même palier de cet immeuble-là. Donc c'est au deuxième étage. Et donc on a divisé un des deux appartements pour en fait faire trois lots qu'on va revendre ensuite par la suite en plateau. Eh ben, on va aller voir ça tout de suite. Donc là, comme d'hab, on n'a pas les odeurs sur la vidéo, mais il y a quelques petites odeurs. On arrive dans le premier volume. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici on a un plateau aménagé de 41 mètres carrés à peu près. Ouais. Donc là nous ce qui était prévu c'était de faire un appartement T2, rénové en complet clé en main. Donc voilà qu'on allait proposer pour des investisseurs ou de la résidence principale. Ouais. Avec une chambre et une cuisine. On a redispatché un petit peu par rapport à ce qui existait déjà. Oui. Effectivement, il y avait une cuisine qui était ici, plutôt kitchenette. Donc en fait, nous, on avait l'objectif de ramener les réseaux pour faire une plus grande cuisine, un peu plus moderne, ouverte, avec une pièce ici confirmée, donc pour faire vraiment un T2, chambre à part, avec une salle de bain privative. Je sais pas, on peut aller voir ici pour montrer peut-être la partie cuisine, la partie dans la salle de bain. Donc là, il y avait la partie évier pour la salle de bain, la douche ici, et ensuite la toilette au fond. Donc ça, on n'y touchait pas, vraiment, on reproduisait à l'identique et en termes d'emplacement. Ouais. Et c'est juste la cuisine qu'on déplaçait de l'autre côté. D'accord. Voilà. Donc c'est-à-dire que là, entre les deux parties, on fermait ici pour faire une salle de bain privative avec la chambre et les WC séparés sur le salon. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça, c'était ce qui était initialement prévu justement pour faire la réno, mais comme vous allez le voir, la stratégie a été changée en cours de route pour des raisons qu'on va vous expliquer. Allez-y, messieurs, je vous suis. Tout ça, c'était un seul et même appartement. Enfin, c'est encore un seul et même appartement. C'est encore un seul et même appartement. Donc ici, on est sur un appartement de 65 mètres carrés à peu près. Ouais. Qui qu'on voit qu'il est assez bien distribué puisqu'on a une grande pièce ici et une fenêtre. Et du coup, à côté, on a la possibilité d'avoir une autre grande pièce avec deux fenêtres et une ouverture qu'on pourrait créer ici. C'est là où notre plus-value est arrivée en déployant le permis de diviser, en fermant ce mur-là et proposer à la vente deux studios. Parce que clairement, quand on arrive sur le palier, on voit qu'il y avait trois portes palières, et ça on voit en 2 secondes que c'est un truc qui a été un petit peu rebouché à la va-vite. Exactement. Et que c'était effectivement plusieurs appartements. Donc l'idée c'était de remettre à l'identique en fait. C'est ça, exactement. Les lots. L'appartement il était utilisé en location sur 63 mètres carrés par an. Et donc du coup nous la plus-value c'est pour refermer ce mur, ouvrir pour faire une porte d'entrée et proposer deux studios plutôt qu'un appartement à la vente. Et séparer les viabilités. Exactement. Oui, quand on l'a visité en fait ça a été rapide. Ouais. Du coup un seul bout de mur qui fait la taille d'une porte à reboucher, et la porte sur le palier qui, comme tu le disais très bien, on a vu que c'est rebouché. Là, vous ne voyez pas la vidéo, mais c'est du bois, quoi, derrière, donc c'est très facile à faire. C'est ça. Voilà, exactement. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais en tout cas, ici, ça s'entend bien. Très simple à faire, donc on a de suite vu le potentiel et donc la division de ces deux appartements. Enfin, de cet appartement.
Quand vous êtes venu ici, donc l'idée, ça a été de séparer les lots, de faire une réno. Déjà, petite question, est-ce qu'au niveau de la copro, il y avait des lots existants ou est-ce que vous devez créer des lots? Alors, c'est là où le propriétaire, lui, il utilisait l'immeuble en monopropriété, donc du coup, il n'y avait pas de copropriété. Ok. Donc du coup, nous, quand on a acquis le bien, c'est là où a été créée la copropriété. Ok. Donc, du coup, c'est pendant la création de la copropriété qu'on a mis sur la copropriété la séparation des biens. Ah oui, donc le gars qui vous a vendu l'immeuble Exactement. a fait la mise en copro. Exactement. Ah oui, donc là, c'est bien, vous en êtes bien tiré. On est intervenu pour lui demander de rajouter un lot. Alors, en fait, on a demandé au propriétaire qui, lui, n'avait pas de problématique particulière, mais on a demandé aussi au géomètre qui avait déjà créé le projet de copropriété de nous rajouter ce fameux lot. Donc, pour lui, il avait déjà fait les métrés de l'ensemble de l'appartement. Il avait juste, on va splitter et rajouter un lot. Donc, du coup, quand on a acheté, la copropriété a été créée avec ce nouveau lot et on n'a pas dû la modifier après coup. Ok, ça, super. On a bien pris les devants sur ce point-là pour éviter d'avoir des coûts. C'est ça, de devoir refaire le taf en fait, de devoir repayer. Donc ouais, ça c'est super, ça a été imputé au vendeur au final. Donc vous aviez prévu de faire la rénovation, donc outre la division, vous aviez prévu de faire une rénovation et vous avez changé votre fusil d'épaule. Exactement. Que s'est-il passé? En fait, pendant les devis de rénovation qu'on a fait faire par les artisans, on s'est dit pourquoi pas pré-commercialiser en plateau les deux studios et même l'appartement d'à côté pour voir si ça mord ou pas et le vendre avec notre rentabilité un peu moindre, mais forcément avec beaucoup moins de taf. Et donc du coup, il s'est avéré que les 3 lots se sont vendus sous offre. Et du coup, on a pris la stratégie de vendre en l'état en ayant vendu 2 studios plutôt qu'un appartement. Donc déjà, super stratégie que vous pouvez aussi appliquer sur vos opérations. C'est pas parce qu'au début, vous vous étiez dit, bon, on va faire ci, on va faire ça, on va amener la rénovation jusqu'au bout, que ça vaut pas le coup de tenter, en fait, à un moment donné de l'opération, de se dire, est-ce qu'on peut sortir maintenant? Si on peut sortir maintenant, peut-être que ça vaut le coup de l'étudier. Parce que là, effectivement, ce qu'on se disait avant le tournage, c'est que vous avez fait une petite concession peut-être sur la marge. Enfin, vous avez peut-être gagné un peu moins que ce qui était prévu. Par contre, il y a vachement moins de boulot, ça va beaucoup plus vite, il n'y a pas de trésor, il y a moins de trésor à sortir. Exactement. Et surtout, on a des acquéreurs. Alors que, en ayant rénové, forcément, on ne sait pas, on en aurait eu au bout d'un moment, mais là, on a des acquéreurs qui sont sûrs. Ouais, tout a été une question aussi de réflexion sur, comme tu le disais, la trésorerie qui est sortie, le portage bancaire qui va durer plus longtemps. Ouais. La rénovation, on sait tout ce que c'est, il y a toujours des petits couacs. Donc forcément, peut-être, ça va rallonger aussi la durée, en fait. La mise en commercialisation sur des produits clés en main, donc forcément à des prix plus chers. Donc on réduit forcément aussi les acquéreurs, mais bon, on va chercher plus de marge. Donc voilà, on a une réflexion plutôt globale et on s'est dit, en termes de stratégie d'entreprise, là où on en est nous, ça marche peut-être pas pour tout le monde ce choix-là, mais on s'est dit effectivement, nous on a besoin de faire un rebond de trésorerie rapide, donc on revend le plateau en l'état, et si on n'avait pas eu ces acquéreurs-là, bien sûr on serait au bout du projet, on aurait réfléchi différemment, mais là c'était l'opportunité, comme tu le disais, sans prise de tête, etc. Et entre guillemets, en 3 mois c'est fait. Et là où on aurait pu peut-être accélérer aussi, c'est que la pré-commercialisation avait été actée dans notre offre, donc il n'y avait pas de sujet sur ça. Par contre, on a tardé à le faire, tout simplement parce qu'il y avait des petits problèmes de mise en sécurité du bâtiment. C'est-à-dire donc en gros, le bâtiment avait des défauts de structure qui a été réglé par le propriétaire. Donc la mairie était passée il y a une petite année pour mettre en demeure entre guillemets le propriétaire et l'obliger sous les 3 mois à faire des travaux pour éviter la mise en sécurité du bâtiment. Donc ce que le propriétaire a fait. Donc on s'est dit que nous, avant d'acheter, dans tous les cas, il fallait que ça soit réglé et faire une précom avec ces points-là qu'il fallait annoncer aux futurs acquéreurs, ça aurait été peut-être un peu compliqué. Ça aurait été une problématique en plus qu'on aurait dû gérer avec les acquéreurs. Du coup, on s'est dit, on attend qu'ils finissent les travaux, même si on perd du temps sur la commercialisation, mais au moins on dira aux acquéreurs que tous les travaux de mise en sécurité du bâtiment ont été faits et que là c'est acté par la mairie et qu'il n'y a plus aucun problème et que les travaux prévus sur la copropriété pendant un moment.
Ok, donc ça a été sage. Effectivement, vous avez perdu, entre guillemets, un peu de temps, mais bon, sur les opérations de marchand, il y a toujours des délais, des trucs comme ça, mais ça a été effectivement sage de votre part de vous dire, on ne se précipite pas, on patiente un petit peu et on lance en fait la précom dans des conditions qui sont optimales et qui vont faire le moins peur possible à nos futurs acquéreurs. Mais en fait, on s'est dit que si on faisait ça en lançant la commercialisation avec un arrêté de mise en sécurité, on aurait pu perdre potentiellement des acquéreurs que là, aujourd'hui, on a actuellement. Ouais. Les acquéreurs, ça aurait peut-être pu leur faire peur en disant ben non, j'achète pas parce qu'il y a une mise en sécurité. Alors que là, maintenant, tout est clean et eux, pour eux, c'est tout bénéf, parce qu'ils n'auront plus de travaux sur la copropriété. C'est certain. Et il y a un truc sur lequel je veux rebondir, deux stratégies que vous avez adoptées et qui sont, à mon sens, payantes dans le contexte actuel. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais on tourne cette vidéo, on est presque à l'été 2024. On est sur un contexte un peu incertain, et un marché difficile. Ouais. Donc là, vous vous êtes dit, ok, nous, on préfère sortir maintenant et prendre nos gains maintenant, et puis on gagne peut-être moins, mais au moins on les prend. Exactement. Donc vous avez été pas trop gourmand, et ça c'est une très bonne stratégie dans le marché actuel. Et un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et aussi vous dire, on présente le bien sans défaut, entre guillemets. C'est-à-dire, bon, c'est des plateaux, il y a des travaux, mais c'est sans défaut dans le sens où la mise en copro est faite, il n'y a pas de problématique structurelle ou autre. Et aujourd'hui, je le constate, il faut lever les freins, quoi. Si vous faites des opérations, vous envisagez de faire des opérations dans un contexte où on est plutôt sur un marché d'acheteurs, c'est-à-dire que c'est les acheteurs qui font un peu la loi. Ouais, c'est ça. Il faut présenter un bien avec le moins de freins possible, et en l'occurrence, c'est ce que vous avez fait ici, et cette stratégie, elle a été payante. Elle a été payante, exactement. Ça se démontre par les offres que vous avez reçues. Oui, puis on l'a senti, parce que les acquéreurs, ils nous ont demandé ces garanties, parce que forcément, on était obligé de leur dire, parce qu'arriver chez le notaire, s'il découvre ça fait un peu peur. Ça fait. Et d'ailleurs, c'était une stratégie qui était payante sur un des acquéreurs qui a acquéri ce bien-là, puisque lui, il avait visité d'autres biens qui étaient dans des plus grosses copros, avec des copros endettés ou des copros qui allaient avoir des travaux, etc. Du coup, il ne s'est pas positionné, il a préféré prendre ce bien où la copropriété était plutôt saine et avec des travaux clean que d'aller sur une copropriété où certes le prix était un petit peu en dessous, mais avec des travaux qui étaient prévus sur les futures années. Ouais, et c'est pile, tu vois, ce que tu dis, c'est pile une bonne illustration du marché actuel, c'est-à-dire que les gens ont des options. C'est ça. Ils ont plein d'options, et en fait, pourquoi ils iraient se faire chier à acheter un truc, tu vois, où il y a des problèmes, s'ils peuvent avoir un truc sans problème juste à côté. Et en fait, les gens aujourd'hui, ils veulent de moins en moins de travaux, de moins en moins de soucis, même pour un prix parfois un petit peu supérieur. Donc vous avez bien fait. Alors, on ne dirait pas comme ça, mais les associés Valentin et Adrien sont frères. Ils ne se ressemblent pas forcément énormément, mais en fait, ils sont frères. Vous faites aussi... vous avez quel âge tous les deux? Moi, j'ai 30 ans. 30 et 35, ok. Et vous faites aussi pas mal d'investissements locatifs sur la région. Ça m'intéresserait qu'on ouvre un petit peu la conversation, justement sur votre ressenti du contexte, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des perspectives sur des marchés un petit peu régionaux. Qu'est-ce qui se passe vous avez plusieurs biens en location, c'est ça? C'est ça. À peu près 2 appartements, une maison et un studio individuel et un studio dans la même propriété. Ok. Donc ça commence à vous permettre d'avoir un recul plutôt bon sur le marché. C'est tout sur le même secteur ou... Oui, tout sur le même secteur. Et quand on était en chemin justement pour venir ici, tu m'expliquais que cette opération-là, elle se passe bien, mais vous avez une autre opération à Bordeaux qui, elle, c'est un peu plus difficile. On a aussi un appartement qu'on est en vente sur la commune de Bordeaux. Et là, du coup, c'est des prix qui dépassent les 200 000 euros. C'est ce qu'on disait avant la vidéo. Quand on commence à dépasser les 200 et qu'on s'approche des 250 000 euros, en ce moment, le marché est un peu tendu. Donc, c'est pareil. On a reçu une offre qui est 10 000 euros en dessous de notre prévisionnel que nous, on avait fait. Mais pareil, c'est une offre sans condition de financement. Et c'est une offre que je pense, on en rediscutera, mais on va accepter parce que, comme tu dis, il vaut mieux prendre de l'argent maintenant plutôt que d'attendre 6 mois et se dire on ne sait pas si on aura un acquéreur ou pas. Et voilà, on perd 10 000 euros, mais au moins on a un acquéreur qui est sûr. Moi, je pense que dans le contexte actuel, c'est mieux de privilégier un acquéreur sûr qu'une marge de 10 000 euros plus importante. Et en fait, donc ce que dit Valentin, c'est un arbitrage que les entrepreneurs doivent faire. C'est-à-dire que quand on en a parlé, quand il m'en a parlé, je me suis dit, en fait, ce serait vraiment intéressant qu'il en parle sur la vidéo. Parce que c'est vrai que souvent, les vidéos de visite IMO sur Internet, que ce soit sur le locatif ou le marchand de biens, c'est toujours génial.
Ah, il a gagné plein d'argent, il est au RSA et puis maintenant il est millionnaire grâce à l'immobilier. Et puis en fait, quand on gratte un petit peu le vernis, on se rend compte que la réalité elle est parfois un petit peu différente. Et sur l'activité de marchand de biens, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un contexte clairement qui est plus difficile qu'il y a quelques années. Moi-même, sur des opérations, on allait faire des sacrifices importants sur l'année qui vient de passer. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Mais là, voilà, on a eu une opération qui ne s'est pas super bien passée à Bordeaux, avec un arbitrage qui a dû être fait, où vous avez dit, en fait, voilà, maintenant, on essuie nos pertes, et puis on passe à autre chose, en fait. Bien sûr, c'est ça. Et un truc, c'est que il y a plein de gens qui vont se dire, ah ouais, mais tu vois, regarde, ils ont perdu de l'argent, et Yoni, il a perdu de l'argent. Mais en fait, ouais, dans l'entrepreneuriat, on ne fait jamais que gagner. En fait, il n'y a que Bernie Madoff qui faisait que gagner, et donc ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Il y a des creux, il y a des hauts, il y a des bas, et en fait, si vous voulez entreprendre, en fait, il faut que vous soyez prêt aussi à un moment donné à ce qu'il y ait un creux de la vague à perdre. C'est pas grave, on essuie ses pertes, et 10 000 balles en immobilier, c'est quand même une perte. Vous pourrez vous refaire quand même très vite. Et je pense que vous avez là aussi adopté une stratégie qui est sage, qui est saine, de se dire, allez, on solde le dossier de merde et on passe à autre chose. C'est ça, exactement. Comme tu dis, il vaut mieux se couper la main que le bras. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se dire, ah ouais, mais ça, je sais parce que souvent j'ai des commentaires de cette nature, donc ils disent, ah ouais, mais eux, ils ont déjà ceci et cela, donc ils peuvent se permettre de perdre de l'argent, tandis que moi, si je débute, en fait, je peux pas me permettre. Mais en fait, vous n'êtes pas archi-millionnaire, et ça fait partie de vos premières opérations de marchand. Exactement. Et justement, comment vous vivez ce fait de vous êtes un peu planté quelque part sur un dossier? Alors, je ne dirais pas qu'on s'est planté. Ouais. Je dirais qu'on a peut-être surestimé le produit clé en main. Parce que là, c'est de la réno complète avec meublé, donc vraiment photo de magazine, etc. Et je pense qu'on a un peu surestimé ce point-là. Et c'était avant que le marché commence un peu à se retourner. Donc encore la même chose que sur les plateaux. Question stratégique d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On a beaucoup de visites, on n'a pas d'offres. On a une offre qui s'est positionnée sans condition de financement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on en dessous de ce qu'on veut? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on ne l'accepte pas? Est-ce qu'on prend le temps et le risque d'attendre des potentielles offres ou pas? Ou des offres dans le même prix, mais dans 6 mois, donc du coup, partage bancaire, etc., donc des frais supplémentaires. Donc voilà, on s'est posé cette question-là, et donc, comme disait Valentin, on pense qu'on va l'accepter, parce que effectivement, c'est de la rentrée de trésorerie rapide, on peut rebondir sur une autre opération et se relancer, et surtout, on fout les comptes de la société. L'objectif, c'est de ne pas être dans le rouge. Et comme tu dis, en 2024, c'est les acquéreurs qui sont plus en position de force, donc forcément, on est obligé de faire des concessions. Et c'est des concessions que tout le monde fera actuellement dans la conjoncture actuelle, parce que s'il veut faire rouler sa trésorerie, on est obligé de faire des concessions. Et je finirai sur l'appartement, effectivement. Tu sens que l'acquéreur, il est en force, parce que là, c'est du clé en main. Il n'y a vraiment rien à faire. Tout est rénové, on a amélioré le DPE, on a tout meublé, tout l'électroménager est neuf, et il a quand même négocié. Ce qui était inimaginable il y a 1 an et demi. Avant, ça se serait battu pour un truc comme ça. C'est exactement ça, ça se serait battu. Et là, c'est là où tu vois vraiment que les acquéreurs sont en position de force, parce qu'ils arrivent quand même à négocier sur des biens où il n'y a rien à dire et à refaire. Donc, Et ces 2 exemples, c'est-à-dire l'appart dans lequel on est maintenant et l'appart de Bordeaux dont vous parlez, ça illustre bien un truc. Alors, j'avais fait une vidéo entière à ce sujet, c'est que sexy en immobilier ne veut pas dire rentable. Exactement. C'est-à-dire que là, vous avez fait un projet aussi. Tu vois, en carte de visite, le projet à Bordeaux, c'est super, tu fais une belle réno, ça claque, c'est joli, les gens disent « Ah waouh, c'était comme ça avant et c'est comme ça maintenant ». Mais en fait, ça ne rapporte pas. C'est ça. Tandis que ici, tu viens, ça sent un peu la piste, tout ça, c'est pas ouf, mais en fait, ça gagne. Moi, je dirais que tout revient au prix de vente. Voilà. Donc, effectivement, on doit faire tout ce qu'on veut en très très beau. Quand on est sur un prix moyen, dans la tranche moyenne, entre guillemets, donc là, sur l'appartement de Bordeaux, c'est des tarifs au-dessus de 200 000 €, on est plus proche des 250 000 €. On a fait le calcul rapidement. Si on connaît un petit peu l'immobilier, pour emprunter 250 000 €, il faut être un jeune couple qui gagne au moins 2 000 € chacun pour emprunter cette somme-là. Voilà, les profils ne sont pas non plus, ça ne court pas les rues. Et versus ces prix-là, où on est en dessous des 100 000 €. Alors certes, il y a des travaux, mais bon, c'est des investisseurs, donc on a des fiscalisations, etc. Donc beaucoup plus abordable. Et je finirai sur le fait qu'on a un autre appartement qu'on a fait en clé en main aussi,
qui était un tout petit studio de 16 mètres carrés. En marchand. Ouais. On l'a mis clé en main comme celui de Bordeaux, mais il s'est vendu super vite, mais encore une fois, en dessous de 100 000 euros. Ouais. Intéressant. Si vous aviez un conseil à donner aux personnes, alors soit des personnes qui veulent se lancer dans l'activité de marchand de biens, ou des personnes qui sont déjà voilà, dans leur lancement, et vous avez une expérience, enfin, vous avez des conseils à leur donner de par les expériences que vous avez vécues justement dans votre lancement à vous? Moi, le premier conseil que je donnerais déjà, c'est d'adopter plusieurs stratégies. Alors, comme nous, par exemple, ici, c'était stratégie de rénovation ou de revente en plateau, d'adopter plusieurs stratégies. C'est toujours mieux que d'avoir une seule stratégie. Si on s'en sort pas, mais on n'a qu'une seule stratégie et pas une autre. Et après... Moi, je dirais effectivement plusieurs stratégies et surtout ne pas se lancer au début sur des gros projets qui vont durer. Exactement. Parce que effectivement, ça peut être très rentable, mais quand l'argent va rentrer, dans combien de temps on va le boucler? Les problèmes administratifs, quand on commence, c'est pas toujours évident à appréhender. Et quand on est sur des petits lots, des petits appartements où on fait un petit peu de rénovation pour amener cette plus-value-là, mais la rotation est très rapide. Le premier appartement dont je te parlais, commercialisé, 3 semaines, et on a une offre et vendue en 2 mois. Voilà. Donc on a une première opération, donc du coup quand on se lance, qui est très rapide, et donc du coup ça donne aussi un coup de boost pour la continuité de l'entreprise. Plutôt que d'acheter un gros projet où certes il y aura plus de rentabilité, mais qui sera beaucoup plus long à vendre. Du coup, pendant le temps de commercialisation, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et du coup, il n'y a pas de remerciement de l'opération. On n'a rien qui rentre, donc du coup, c'est plus compliqué à appréhender. Et dernier point, je dirais que ça permet aussi de montrer aux banques qu'on sait faire, qu'on boucle des opérations. Certes, pas avec des marges à 100 200 000 euros. C'est ça. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus difficile à aller chercher. Mais la banque, elle a sa marge, voit que effectivement ça tourne, qu'on sait faire, qu'on a respecté le cahier des charges entre guillemets, et que derrière, ils vous font confiance et ils vous reprêtent. Ouais, tu mets un pas devant l'autre, tu mets un pied devant l'autre, et en fait, c'est comme ça que ça avance. On se lance quoi. Donc, Ouais, on n'est pas là encore. Et c'est aussi cette stratégie-là qu'on s'est dit aussi. Il vaut mieux réduire les marges et faire tourner les opérations auprès des banques. Ils vont voir qu'on fait tourner les opérations plutôt que de faire une grosse marge et de galérer à vendre une opération. Ouais, c'est sûr. Super conseil, je vous propose qu'on termine là-dessus. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses. N'hésitez pas à payer votre like pour Valentin et Adrien. Alors, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on vous dit à la prochaine.